Il aurait dû faire nuit, mais sous le 65e parallèle, la clarté diurne des régions polaires ne devait pas m'étonner. En Islande, pendant les mois de juin et juillet, le soleil ne se couche pas. Néanmoins la température s'était abaissée, j'avais froid, et surtout faim. Bienvenu fut le Böé, qui s'ouvrit hospitalièrement pour nous recevoir. C'était la maison d'un paysan, mais, en fait d'hospitalité, elle valait celle d'un roi. À notre arrivée, le maître vint nous tendre la main, et, sans plus de cérémonie, il nous fit signe de le suivre. Le suivre, en effet, car l'accompagner eût été impossible. Un passage long, étroit, obscur, donnait accès dans cette habitation construite en poutres à peine équarries et permettait d'arriver à chacune des chambres. Celle-ci était au nombre de 4, la cuisine, l'atelier de tissage, la badstoffa, chambre à coucher de la famille, et, la meilleure entre toutes, la chambre des étrangers. Mon oncle, à la taille duquel on n'avait pas songé en bâtissant la maison, ne manqua pas de donner 3 ou 4 fois de la tête contre les saillies du plafond. On nous introduisit dans notre chambre, sorte de grande salle avec un sol de terre battue et éclairée d'une fenêtre dont les vitres étaient faites de membranes de mouton assez peu transparentes. La literie se composait de fourrages secs jetés dans 2 cadres de bois peints en rouge et ornés de sentences islandaises. Je ne m'attendais pas à ce confortable, seulement, il régnait dans cette maison une forte odeur de poisson sec, de viande macérée et de lait aigre dont mon odorat se trouvait assez mal. Lorsque nous eûmes mis de côté notre harnachement de voyageurs, la voix de l'hôte se fit entendre, qui nous conviait à passer dans la cuisine, seule pièce où l'on fit du feu, même par les plus grands froids. Mon oncle se hâta d'obéir à cette amicale injonction. Je le suivis. La cheminée de la cuisine était d'un modèle antique, au milieu de la chambre, une pierre pour tout foyer, au toit, un trou par lequel s'échappait la fumée. Cette cuisine servait aussi de salle à manger. À notre entrée, l'hôte, comme s'il ne nous avait pas encore vus, nous salua du mot « Saelvertu », qui signifie « Soyez heureux », et il vint nous baiser sur la joue. Sa femme, après lui, prononça les mêmes paroles, accompagnées du même cérémonial, puis les 2 époux, plaçant la main droite sur leur cœur, s'inclinèrent profondément. Je me hâte de dire que l'Islandaise était mère de 19 enfants, tous, grands et petits, grouillant pêle-mêle au milieu des volutes de fumée dont le foyer remplissait la chambre. À chaque instant j'apercevais une petite tête blonde et un peu mélancolique sortir de ce brouillard. On eût dit une guirlande d'anges insuffisamment débarbouillée. Mon oncle et moi, nous fîmes très bon accueil à cette couvée, et bientôt il y eut 3 ou 4 de ces marmots sur nos épaules, autant sur nos genoux et le reste entre nos jambes. Ceux qui parlaient répétaient « Saelvertu » dans tous les tons imaginables. Ceux qui ne parlaient pas n'en criaient que mieux. Ce concert fut interrompu par l'annonce du repas. En ce moment rentra le chasseur, qui venait de pourvoir à la nourriture des chevaux, c'est-à-dire qu'il les avait économiquement lâchés à travers champs. Les pauvres bêtes devaient se contenter de brouter la mousse rare des rochers, quelques fucus peu nourrissants, et le lendemain elles ne manqueraient pas de venir d'elles-mêmes reprendre le travail de la veille. Saelvertu, fit Hans en entrant. Puis tranquillement, automatiquement, sans qu'un baiser fût plus accentué que l'autre, il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs 19 enfants. La cérémonie terminée, on se mit à table, au nombre de 24, et par conséquent les uns sur les autres, dans le véritable sens de l'expression. Les plus favorisés n'avaient que 2 marmots sur les genoux. Cependant le silence se fit dans ce petit monde à l'arrivée de la soupe, et la taciturnité naturelle, même aux gamins islandais, reprit son empire. L'hôte nous servit une soupe au lichen et point désagréable, puis une énorme portion de poisson sec nageant dans du beurre aigri depuis 20 ans, et par conséquent bien préférable au beurre frais, d'après les idées gastronomiques de l'Islande. Il y avait avec cela du skyr, sorte de lait caillé, accompagné de biscuits et relevé par du jus de baille de genièvre. Enfin, pour boisson, du petit lait mêlé d'eau, nommé blanda dans le pays. Si cette singulière nourriture était bonne ou non, c'est ce dont je ne pus juger. J'avais faim, et, au dessert, j'avalai jusqu'à la dernière bouchée une épaisse bouillie de sarrasin. Le repas terminé, les enfants disparurent, les grandes personnes entourèrent le foyer où brûlait de la tourbe, des bruyères, du fumier de vache et des os de poisson desséchés. Puis, après cette prise de chaleur, les divers groupes regagnèrent leurs chambres respectives. L'hôtesse offrit de nous retirer, suivant la coutume, nos bas et nos pantalons, mais, sur un refus des plus gracieux de notre part, elle n'insista pas, et je pus enfin me blottir dans ma couche de fourrage. Le lendemain, à 5 heures, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Mon oncle eut beaucoup de peine à lui faire accepter une rémunération convenable, et Hans donna le signal du départ. À 100 pas de Gardar, le terrain commença à changer d'aspect, le sol devint marécageux et moins favorable à la marche. Sur la droite,
la série des montagnes se prolongeait indéfiniment comme un immense système de fortification naturelle, dont nous suivions la contrescarpe. Souvent des ruisseaux se présentaient à franchir qu'il fallait nécessairement passer à gué et sans trop mouiller les bagages. Le désert se faisait de plus en plus profond, quelquefois, cependant, une ombre humaine semblait fuir au loin. Si les détours de la route nous rapprochaient inopinément de l'un de ces spectres, j'éprouvais un dégoût soudain à la vue d'une tête gonflée, à peau luisante, dépourvue de cheveux, et de plaies repoussantes que trahissaient les déchirures de misérables haillons. La malheureuse créature ne venait pas tendre sa main déformée, elle se sauvait, au contraire, mais pas si vite que Hans ne l'eût salué du « Sahel vertu » habituel. « Spetelsk » disait-il. « Un lépreux » répétait mon oncle. Et ce mot seul produisait son effet répulsif. Cette horrible affection de la lèpre est assez commune en Islande, elle n'est pas contagieuse, mais héréditaire. Aussi le mariage est-il interdit à ces misérables. Ces apparitions n'étaient pas de nature et égayaient le paysage qui devenait profondément triste, les dernières touffes d'herbe venaient mourir sous nos pieds. Pas un arbre, si ce n'est quelques bouquets de bouleaux nains semblables à des broussailles. Pas un animal, sinon quelques chevaux, de ceux que leur maître ne pouvait nourrir, et qui erraient sur les mornes plaines. Parfois un faucon planait dans les nuages gris et s'enfuyait à tire-d'aile vers les contrées du sud. Je me laissais aller à la mélancolie de cette nature sauvage, et mes souvenirs me ramenaient à mon pays natal. Il fallut bientôt traverser plusieurs petits fjords sans importance, et enfin un véritable golfe, la marée, étale alors, nous permit de passer sans attendre et de gagner le hameau d'Alftan, situé 1 mille au-delà. Le soir, après avoir coupé à gué 2 rivières riches en truites et en brochets, l'Alpha et l'Eta, nous fûmes obligés de passer la nuit dans une masure abandonnée, digne d'être hantée par tous les lutins de la mythologie scandinave. À coup sur le génie du froid y avait élu domicile, et il fit des siennes pendant toute la nuit. La journée suivante ne présenta aucun incident particulier. Toujours même sol marécageux, même uniformité, même physionomie triste. Le soir, nous avions franchi la moitié de la distance à parcourir, et nous couchions à l'Annexia de Kreuzolt. Le 19 juin, pendant 1 mille environ, un terrain de lave s'étendit sous nos pieds. Cette disposition du sol est appelée Rhône. Dans le pays, la lave ridée à la surface affectait des formes de câbles tantôt allongés, tantôt roulés sur eux-mêmes. Une immense coulée descendait des montagnes voisines, volcan actuellement éteint, mais dont ces débris attestaient la violence passée. Cependant quelques fumées de sources chaudes rampaient çà et là. Le temps nous manquait pour observer ces phénomènes, il fallait marcher. Bientôt le sol marécageux reparut sous le pied de nos montures, de petits lacs l'entrecoupaient. Notre direction était alors à l'ouest, nous avions en effet tourné la grande baille de Faxa, et la double cime blanche du Sneffels se dressait dans les nuages à moins de 5000. Les chevaux marchaient bien, les difficultés du sol ne les arrêtaient pas. Pour mon compte, je commençais à devenir très fatigué, mon oncle demeurait ferme et droit comme au premier jour. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer à l'égal du chasseur, qui regardait cette expédition comme une simple promenade. Le samedi 20 juin, à 6 heures du soir, nous atteignions Budir, bourgade située sur le bord de la mer, et le guide réclamait sa paye convenue. Mon oncle régla avec lui. Ce fut la famille même de Hans, c'est-à-dire ses oncles et cousins germains, qui nous offrit l'hospitalité. Nous fûmes bien reçus, et sans abuser des bontés de ces braves gens, je me serais volontiers refait chez eux des fatigues du voyage. Mais mon oncle, qui n'avait rien à refaire, ne l'entendait pas ainsi, et le lendemain il fallut enfourcher de nouveau nos bonnes bêtes. Le sol se ressentait du voisinage de la montagne dont les racines de granit sortaient de terre, comme celles d'un vieux chêne. Nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas des yeux, il gesticulait, il semblait le prendre au défi et dire « Voilà donc le géant que je vais dompter ». Enfin, après 24 heures de marche, les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes à la porte du presbytère de Stapi.